8h12, la grande interview CNews Europe 1 avec vous, Manon Aubry. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Merci d'être là ce matin, eurodéputé La France Insoumise. On va balayer tous les sujets d'actualité. Et je voulais commencer évidemment par ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Emmanuel Macron a déclaré que la France reconnaissait désormais un État de Palestine. Que cette reconnaissance était, je cite, une défaite pour le Hamas, pour ceux qui attisent la haine antisémite, ceux qui nourrissent des obsessions antisionistes et ceux qui veulent détruire l'État d'Israël. Est-ce qu'en tant qu'élu France Insoumise, vous êtes senti visé ? D'abord, je voudrais saluer cette reconnaissance de l'État de Palestine. J'ai envie de dire, il était temps. Il aura fallu 700 jours de génocide, 700 jours de destruction quotidienne de la bande de Gaza, 700 jours de personnes civiles visées directement par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, avant que la France rejoignent enfin les 150 États dans le monde qui reconnaissent déjà l'État de Palestine. Et donc, c'est un fait majeur qui a été obtenu grâce aux mobilisations partout en France, qui ont maintenu la pression sur le gouvernement français pour aller vers cette solution à deux États, avec un État palestinien aux côtés d'un État israélien qui permettra de tracer un chemin de la paix, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mais on ne va pas se raconter d'histoire. Cette reconnaissance de l'État de Palestine, elle ne veut rien dire si derrière il n'y a pas de sanctions qui sont prises contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Alors, je reviens sur ma question. Emmanuel Macron a dit que c'était une défaite pour le Hamas, ceux qui attisent la haine antisémite, ceux qui veulent détruire l'État d'Israël. Je vous répète, est-ce qu'en tant qu'élu France Insoumise, vous êtes senti visé ? Non, d'ailleurs, je suis assez d'accord que c'est une défaite pour le Hamas, puisque le Hamas n'a jamais souhaité l'existence véritable d'un État palestinien indépendant. Et les civils qui se font massacrer dans la bande de Gaza ne sont pas des civils du Hamas. Les 20 000 enfants qui se sont fait massacrer ne sont pas du Hamas. Les gens qui viennent à des distributions humanitaires et qui sont affamés par le gouvernement de Benjamin Netanyahou ne sont pas du Hamas. Les seuls qui ont facilité l'existence du Hamas jusqu'à présent, c'est même le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui a financé le Hamas. Donc je vous le redis de manière très claire parce que je pense que c'est important. Reconnaître un État de Palestine sans derrière... l'Israël finance le Hamas. Si Israël, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a facilité le financement du Hamas parce qu'ils ont vu dans le Hamas une manière de maintenir la guerre entre la Palestine et l'État d'Israël. Et je vous le redis très clairement, si on veut qu'un État de Palestine existe, il faut que derrière le gouvernement français en prenne toutes les conclusions et prennent des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Je termine là-dessus parce que c'est très important. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui détruit un État qui est l'État de Palestine, si derrière la France ne prend pas des sanctions qui s'imposent, à savoir un embargo sur les armes, à savoir la suspension totale de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, à savoir des sanctions et le respect du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ça revient à reconnaître un cimetière, ça revient à reconnaître un État mort-né. Et ça, je ne suis pas d'accord. Quand des élus LFI défilent avec des slogans comme « From the river to the sea », de la rivière jusqu'à la mer, du Jourdain jusqu'à la mer, ça veut dire qu'ils effacent Israël. Ça veut dire que c'est la volonté de détruire Israël. Non. Quand Rima Hassan écrit le tweet comme ce tweet qu'on voit, où il est écrit on veut libérer tous les Palestiniens, ceux des camps, ceux de Gaza, ceux de Jérusalem, ceux de la Céjor, et ceux d'Israël et de la diaspora, from the river to the sea. Ça, ils veulent la destruction d'Israël. Est-ce que vous savez où se trouvent aujourd'hui les Palestiniens ? Ils se trouvent dans la bande de Gaza. Ils se trouvent en Cisjordanie, dont on parle très peu, parce que d'ailleurs, ce n'est pas le Hamas qui aujourd'hui contrôle la Cisjordanie. Ils se trouvent aussi en Israël. Vous avez 20% de Palestiniens dans l'État d'Israël. Ils se trouvent dans des camps de réfugiés en Jordanie. Et quand on dit qu'il faut la libération de tous les Palestiniens, où qu'ils soient, c'est qu'ils puissent enfin avoir accès à un État qui cohabite avec l'État israélien. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que veut dire Rima Hassan. Quand on parle de la libération du peuple palestinien, je pense que tout le monde a bien compris ce qu'elle veut. C'est les libérer. Je pense que tout le monde justement a bien compris. Vous faites semblant de ne pas comprendre, donc je vous l'explique. C'est les libérer de l'oppression partout où ils sont. Ce que nous demandons, c'est la libération du peuple palestinien qui vit depuis plus de 50 ans la colonisation de l'État israélien. Et plus que la colonisation, aujourd'hui c'est la destruction de tout un peuple. Ce sont 2 millions de personnes qui sont affamées chaque jour qui passe, chaque heure qui passe. Je vous le dis avec un peu d'émotion parce que, je veux dire, on en est encore là à demander la survie d'un peuple qui est affamé, qui est massacré chaque jour. Et on en est à pinailler sur des mots. Mais moi, je ne suis pas là pour pinailler sur des mots, je suis là
pour faire en sorte que, enfin, les Palestiniens puissent vivre en liberté aux côtés des Israéliens. Un État de Palestine reconnu alors que des otages sont encore dans les tunnels à Gaza. Vous savez, c'est acceptable pour vous? Vous savez, la dernière fois qu'il y avait un moyen d'arrêter la guerre. Il y avait un moyen de ne pas attaquer Israël, petit 1, et de libérer les otages, petit 2. Quand est-ce qu'il y a eu, la dernière fois qu'il y a eu une libération des otages, Romain Desarmes? Quand il y a eu un cessez-le-feu. Et donc, vous le voyez très bien qu'aujourd'hui, arrêter les combats, c'est le meilleur moyen de ramener les otages à la maison. Et d'ailleurs, c'est ce que disent très précisément les familles des otages qui se mobilisent contre Benjamin Netanyahou en Israël et qui demandent expressément à ce que Benjamin Netanyahou arrête de bombarder tous les jours la bande de Gaza et la ville de Gaza City, comme c'est le cas ces derniers jours, où 10 000 personnes sont prises en otage. Là aussi, 10 000 personnes qui sont prisonnières des bombardements, qui n'ont nulle part où aller. Donc, libérer les otages, ça passe par un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ça passe par des canaux diplomatiques qu'il faut rétablir. Manon Aubry, invité de la grande interview CNews Europe 1. Manon Aubry, des mairies de gauche, des maires de gauche ont bravé l'interdiction de mettre des drapeaux palestiniens à leur fronton. Vous les soutenez ? Oui, je les soutiens. Ça avait été interdit. C'est un acte symbolique, mais qui, je pense, a le mérite de montrer notre solidarité avec le peuple palestinien. Est-ce que vous avez été choqué, Romain Desarmes, quand des mairies ont pavoisé des drapeaux ukrainiens? Moi, c'est pas... Des drapeaux ukrainiens. Vous, ou j'interroge vos téléspectateurs. Quand des drapeaux ukrainiens ont été pavoisés au fronton des mairies, est-ce que ça a choqué quelqu'un? Non, absolument pas. Et tout le monde a trouvé ça normal. Et d'ailleurs, il y a eu un jugement du tribunal administratif de Versailles qui a dit que mettre un drapeau était un symbole de solidarité envers une nation victime d'une agression. Pourquoi ce qui est vrai pour l'Ukraine ne serait pas vrai pour la Palestine? Donc moi, je veux exprimer ma solidarité envers tous les maires qui ont pavoisé le drapeau palestinien. Et je pense qu'un drapeau n'a jamais tué personne. En revanche, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, tous les jours tue. Tous les jours. Et le Hamas. Donc je pense que la géométrie, vous savez, l'indignation à géométrie variable, je pense que ça suffit. Je voulais vous entendre également sur le tweet de Rima Hassan. Décidément, vous aimez bien les tweets de Rima Hassan. Je regarde, évidemment, je regarde. Elle est de votre bien sûr, mais j'ai aucun souci à la défendre. Je vous fais l'exégèse des tweets de Rima Hassan tous les matins sans aucun problème. Des manifestants pro-palestiniens et les syndicats ont organisé une grève générale. Il y a eu des violences. Et ce tweet, on est trop gentil en France. C'est une incitation au chaos? Non, ça en a tout l'air en tout cas. Absolument pas. Ce qui se passe en Italie, c'est qu'il y a un grand mouvement de grève nationale qui dit très clairement nous voulons que l'Italie reconnaisse l'État de Palestine. Vous le savez, en Italie, le gouvernement, c'est celui de Giorgia Meloni, c'est le gouvernement d'extrême droite, qui n'a cessé de nier l'existence de l'État de Palestine. Et moi, je suis très fière que la population italienne se mobilise, y compris les dockers génois, qui disent très clairement nous ne voulons pas participer à envoyer des armes à un gouvernement en Israël qui participe à exterminer un peuple. Quand on parle, là, on parle de quelque chose, d'un génocide dans la bande de Gaza. Vous avez 4 des 5 critères. Non mais là on parle de Milan, il y a des violences. On est trop gentil en France. Le message est assez clair. On est trop gentil dans le sens où les mobilisations sont trop faibles. Moi je souhaiterais que les mobilisations soient encore plus importantes. Alors il faut le marquer, mobilisez-vous, mais on est trop gentil. Mais vous le savez très bien. Vous le savez très bien qu'on a toujours appelé à la mobilisation la plus pacifique qu'elle soit. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Mais quand vous avez 4 des 5 critères qui sont passés dans la définition d'un génocide, c'est un conseil indépendant issu du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui dit que 4 des 5 critères sont remplis alors qu'il suffirait d'un seul critère dans la définition d'un génocide. Eh bien moi, je ne veux pas faire partie de ceux dans l'histoire qui auront fermé les yeux. Je ne veux pas faire partie de ceux comme l'Union européenne qui se rendent complices et qui quelque part ont du sang sur les mains en facilitant ce génocide, en permettant que le commerce des armes se continue, en permettant que le commerce aussi des marchandises se continue et contribue quelque part à financer ce génocide dans la bande de Gaza. Manon Aubry, LFI a attaqué le philosophe Raphaël Enthoven et le procès a lieu aujourd'hui puisqu'il a déclaré la France insoumise est un mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite. Procès aujourd'hui. Richard Malka, l'avocat de Raphaël Enthoven, dit qu'il s'agira d'établir que LFI est le premier parti depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à reprendre les clichés antisémites jusqu'aux plus médiévaux. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin? Qu'est-ce qui est sur le banc des accusés? La France insoumise ou Raphaël Enthoven? J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui m'échappe parce qu'il y a quand même un renversement total de la culpabilité alors que c'est Raphaël Enthoven qui est sur le banc des accusés pour avoir traité les militants de la France insoumise de cons.
de club de déficients. Et vous l'avez dit, il nous a qualifiés de violents, de complotistes, etc. Et c'est lui aujourd'hui qui est sur le banc des accusés. S'il a quelque chose à nous reprocher, qu'il porte plainte et on se retrouvera au tribunal. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de caricature antisémite. La France insoumise n'a jamais été. La France insoumise. La France insoumise n'a jamais été condamnée pour antisémitisme. D'accord. Jamais. Regardez ces images. Je sais, vous allez nous ressortir. Ressortir. Mais vous allez nous ressortir ce visuel qui a été immédiatement supprimé. Vous le savez. Il n'y a rien que d'y penser. Mais moi, ce visuel, je le partage pas. On l'a immédiatement. Il n'a pas été publié par Renaissance, il n'a pas été publié par le RN, vous le savez, ni chez LR, ni par le PS. Il a été publié par vous. En revanche, ceux qui ont été condamnés pour antisémitisme dans leur histoire, c'est l'extrême droite. Est-ce que la France insoumise a déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour antisémitisme? La réponse est non. Et vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez sur visuel. On l'a retiré. Il ne représente pas la France insoumise. Basta. Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise, invitée de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais vous entendre sur la taxe Zuckman, encensée à gauche. Gabriel Zuckman crée la polémique avec cette idée de taxe, 2% du patrimoine des Français qui ont un patrimoine très important, au-delà de 100 millions d'euros, qui paierait donc 2% chaque année. C'est-à-dire qu'au bout de 50 ans, il ne reste plus rien. Absolument pas. Bon. Je me permets de préciser, c'est une taxe plancher. Ça veut dire que si vous ne payez pas par ailleurs l'équivalent de 2% de votre patrimoine, alors vous allez payer un surplus. Mais ce n'est pas une taxe en soi de 2%. Et vous le savez, si pendant des années, s'ils payent cette taxe sur le patrimoine, en réalité, au bout d'un certain nombre d'années, ils vont revenir à leur patrimoine de 2010. Ça va, le patrimoine de 2010 des millionnaires, ils se porteront très bien, je pense. Le problème de la France, selon tous les économistes, c'est pas de récolter l'impôt. Récolter l'impôt, on sait faire. D'ailleurs, on donne, quand il y a un pays qui se crée, on envoie nos fonctionnaires des impôts pour les aider, pour récolter l'impôt, parce que ça, on sait très bien faire. Notre problème, c'est de baisser les dépenses, tout le monde le sait. Est-ce que vous savez pourquoi notre pays n'est pas à l'équilibre budgétaire depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir? Parce qu'il a fait 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux chaque année aux plus riches. Non pas parce qu'il a augmenté les dépenses, c'est pas vrai, elles n'ont pas augmenté. C'est les recettes fiscales qui ont baissé, parce que des cadeaux fiscaux ont été faits. Il y a plus de fonctionnaires. Et quand vous avez les 500 plus grandes fortunes dans notre pays... Le budget augmente d'année en année. Parce que le nombre de personnes augmente dans notre pays, mais eu égard à l'inflation et au nombre de personnes, non, c'est faux de dire qu'il augmente. Et par ailleurs, quand vous avez les 500 plus grandes fortunes dans notre pays, qui ont doublé leur patrimoine, doublé depuis 2017 qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Est-ce que votre salaire, à vous, à ceux qui nous écoutent, ont doublé depuis 2017? Non, absolument pas. Donc l'enjeu dans notre pays, c'est de rétablir un minimum de justice fiscale, de faire en sorte que les plus riches ne payent pas moins d'impôts que n'importe lequel des Françaises et des Français, que n'importe lequel des petites entreprises. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Je voulais vous entendre également sur le Mercosur. En tant qu'eurodéputé, vous avez déposé au Parlement européen le 11 septembre dernier une motion de censure contre cet accord du Mercosur. Cette motion de censure sera examinée le 9 octobre prochain. C'est l'une de vos batailles depuis longtemps. Quelles sont vos chances d'être entendu ? Écoutez, l'accord avec le Mercosur est absolument une catastrophe pour les agriculteurs français et européens qui vont être soumis à une concurrence déloyale. C'est une catastrophe d'un point de vue sanitaire. Un tiers des pesticides qui sont autorisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Et puis la Commission européenne essaie de passer en force sur cet accord en contournant les parlements nationaux. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons déposé une motion de censure, en plus de dénoncer à la fois la complicité de l'Union européenne dans le génocide à Gaza, mais aussi le passage en force de l'Union européenne sur l'accord avec Donald Trump et les États-Unis qui vassalisent littéralement l'Union européenne. Pour toutes ces raisons, nous avons déposé cette motion de censure. Je regrette, et je le dis à votre antenne, que les socialistes et les Verts français notamment ne l'aient pas signé. Je pense que ce sera un moment de vérité, ce vote au Parlement européen, pour savoir qui est du côté de la Commission européenne et qui s'y oppose. En ce qui nous concerne, on s'y oppose de manière claire et on joint les actes à la parole en déposant cette motion de censure. Et j'appelle tout le monde à la voter le 9 octobre prochain. Et je pense que ce sera un moment de vérité salutaire au niveau européen pour chasser cette Commission européenne qui n'a aucune légitimité. Manon Aubry, je voulais vous entendre également sur la pétition de Philippe de Villiers qui continue d'attirer et qui atteint les 1 800 000 signatures pour obtenir un référendum sur l'immigration. Les Français semblent vouloir s'exprimer sur l'immigration, répondre à un référendum. Qu'est-ce que ça vous inspire, le succès de cette pétition ? Écoutez, cette pétition, elle n'est pas très sérieuse et pas très crédible. Vous pouvez la signer plusieurs fois. J'ai un scoop pour vous. Il y a même, paraît-il, l'adresse de l'Assemblée nationale de Jean-Luc Mélenchon qui aurait signé cette pétition,
à quelle adresse existe. C'est anecdotique. Il y a une tout ça poussée. n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, quand vous allez la signer, allez bien regarder où est le siège de cette pétition. Il est ici, 2 rue de Cévennes. Ici au siège de CNews et d'Europe 1. Et dans les petites lignes, vous pouvez consentir à Lagardère News pour recevoir les informations de JD News. Donc, parce que ça a été publié et largement promu par JD News dans le journal du dimanche. Mais en quoi c'est un voilà. problème? Ça vous gêne de donner la parole aux Français sur l'immigration? Non, mais la parole. Donc vous seriez pour un référendum? La parole aux Français, on peut la donner dans le cadre d'élections. C'est à ça que servent des élections. Mais je sais qu'il y a par exemple 68% des Français qui souhaitent un référendum sur la réforme des retraites. Pourquoi on n'aurait pas ça? Par ailleurs, sur le budget, tiens, je termine d'un mot là-dessus. Moi, je voudrais lancer l'alerte. Le budget a été envoyé au Conseil d'État avant que François Bayrou s'en aille. Et dans ce budget, personne l'a noté. Il y a une taxe sur les vapoteuses. Il y a une taxe sur les auto-entrepreneurs. Ça fait partie des choses qui sont un peu cachées. Une économie de 300 millions d'euros sur les APL. On pourrait faire un référendum là-dessus. Vous êtes d'accord pour une taxe sur les vapoteuses? Vous êtes d'accord pour que les Françaises et les Français soient mis à contribution plutôt que les plus riches dans notre pays? Vous voyez, des référendums, on peut en faire de manière multiple. Le plus simple, le meilleur référendum, je vais vous dire, c'est une élection présidentielle, qu'Emmanuel Macron s'en aille et qu'on fasse un débat, projet contre projet, parce que je sais pas vous, mais on va pas pouvoir tenir 2 ans avec des premiers ministres qui succèdent et qui n'ont absolument aucune légitimité. Donc voilà. Vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron? Oui, j'appelle à la démission d'Emmanuel Macron, et s'il ne s'en va pas de lui-même, nous avons déposé une motion de destitution à l'Assemblée nationale qui a été signée par 104 députés. Je pense qu'il est temps pour Emmanuel Macron de s'en aller. Tout le monde n'en peut plus de lui dans la population française, et ayons un grand moment de respiration démocratique avec une élection présidentielle. Ça fera du bien à tout le monde et ça donnera un nouveau cap au pays. Manon Aubry était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci Manon Aubry, bonne journée à vous et à bientôt.